Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ETélé, sur l'entretien, l'émission dominicale politique que nous animons ici sur ce plateau. C'est avec plaisir que nous vous savons nombreux à notre compagnie aujourd'hui. Vous le savez très bien, d'ici quelques jours, le peuple béninois sera face à son destin. Nous aurons donc aller aux élections le 17 mai prochain. Mais avant, eh bien, la Sénat et tous les partis politiques sont déjà dans la fièvre de ces élections communales. Et vous le savez très bien, le dépôt des dossiers au niveau de la Sénat a eu lieu depuis la semaine, disons cette semaine, depuis mercredi dernier. Les partis politiques, ça fait donc. Et presque tous les partis politiques, je dis bien presque, ont reçu leur récépissé provisoire. Et pour en parler des communales, de toutes les questions qui englobent cette élection, ces élections locales, eh bien, nous avons pour invité aujourd'hui Antoine Adoukonou, acteur politique, membre du bloc républicain. Monsieur Antoine Adoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation ce dimanche pour nous entretenir, bien sûr, sur tout ce qui concerne, en tout cas, les élections communales. C'est moi. Très bien. Alors, monsieur Adoukonou, Antoine, vous n'êtes pas sans savoir que les partis politiques, puisque vous en êtes d'ailleurs un acteur, les partis politiques qui sont en liste ont déposé leur dossier avec tout ce qu'on connaît. Certains ont reçu leur récépissé provisoire, d'autres non. Alors, dites-nous, monsieur Antoine Adoukonou, qu'est-ce qui peut expliquer toute cette foulée qui a eu à la Sénat depuis mercredi dernier? Merci beaucoup. Je crois que il faut noter qu'il y a une innovation dans le code électoral qui exige que désormais, pour les élections communales, dont la circonscription électorale est l'arrondissement, que tous les partis politiques sont tenus de présenter des candidats dans les 546 arrondissements du pays. Et ça, c'est ce qu'exige le nouveau code électoral. Ce qui n'était pas le cas. Très bien. Avant, c'est que vous êtes tenu de présenter des candidats dans tous les arrondissements de la commune. Ça veut dire que vous pouvez, je prends par exemple au pifomètre, le PRD par exemple. Il peut choisir par exemple Porto-Nouveau, il peut choisir Semekpodji, il peut choisir quelques communes où il semble avoir les assises et il déclare les candidatures dans ces communes. Et quand il rentre dans ces communes, il est tenu de présenter des candidats dans tous les arrondissements. Mais il peut laisser les communes où vraiment il pense que, bon, il n'est pas représentatif, puisque vous savez que les partis politiques que nous avons avant la réforme étaient des partis politiques de région, de communes, d'arrondissement, et ça fait que chacun choisissait là où il avait ses ancrages, par exemple pour ces élections, pour présenter les candidats. Et pour remédier donc à ça là, puisque nous disons que nous voulons avoir des partis politiques d'envergure nationale, le législateur a dit, bon, en absence de volonté politique, il faut contraindre les gens par la loi. On dit désormais, bon, il faut présenter des candidats dans les 546 arrondissements. Ça a beaucoup contribué aux difficultés que nous avons là, parce que désormais, vous devez présenter 3630 dossiers. Oui, les difficultés, on en parlera parce que... Donc, oui. Je crois... Est-ce que les partis politiques que nous avons, qui sont en liste aujourd'hui, ont véritablement le poids, la puissance d'être vraiment présents dans tous les arrondissements, dans 546 arrondissements? C'est énorme. Et c'est toute la problématique. Et je voudrais que les auditeurs comprennent. Ce que nous ne faisons pas la réforme pour un individu. Nous faisons la réforme pour le bien-être du pays. Si nous avons décidé d'aller au grand regroupement, c'est parce que, en faisant le point du multipartisme débridé que nous avons hérité de la conférence nationale, on a dit, bon, si c'est ça, il faut revoir les choses pour que nous ayons des partis politiques
consolidé, dans lequel on puisse vraiment faire des débats de développement du pays. Mais malheureusement, je constate que les gens contournent toujours la loi, ou bien l'esprit de la loi. Vous pensez que... Je le pense, je vais vous le démontrer. Très bien. Lorsque on nous dit d'être présent dans tous les arrondissements, lorsqu'on nous dit, pour être éligible à l'attribution des sièges, il faut avoir 10% au seuil national, ça doit pouvoir s'entendre le fait que on est en train de vouloir ne pas avoir des partis politiques qui n'ont pas d'ancrage national. En fait, c'est ça. Mais qu'est-ce que les gens font en fait? Je ne sais pas, bon, puisque les gens, la loi, l'achat de partis politiques a dit, pour être parti politique, désormais, il faut avoir 15 membres fondateurs par commune. Par commune. Bon, les gens s'arrangent pour avoir les 15 membres fondateurs par commune. Vous savez pourquoi j'ai dit que les gens s'arrangent? Oui, dites-nous. J'ai observé que pendant que la Sénat a lancé le dépôt des dossiers, qu'il y a des partis politiques qui rentrent dans les quartiers et qui demandent aux gens d'être candidats. C'est-à-dire qu'ils s'agenouillent aux gens pour avoir leur pièce d'identité au fin de déposer leur candidature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas de militants dans ces arrondissements. Ils ne sont pas répandus sur tout le territoire national. Vous parlez de ce qui se faisait ou bien actuellement? Actuellement, c'est ce qui se fait actuellement. Actuellement, parce que vous devez avoir des dossiers partout. Oui. Et le problème, c'est quoi? Moi, je dis, un parti qui a pu avoir 15 membres fondateurs au moins, par commune. Si ce parti doit constituer des listes dans les arrondissements de cette commune, en réalité, il ne devait pas avoir de problème. Parce qu'on a dit un membre fondateur. Un membre fondateur, ce n'est pas quelqu'un qu'on a ramassé dans la rue et qu'on a pris les dossiers pour aller déposer au ministère de l'Intérieur. Ce qui veut dire que c'était véritablement pas des membres fondateurs. C'est ce que j'observe. C'est pourquoi je vous ai dit que les gens ont contourné la loi. C'est-à-dire que les gens ont tout fait pour relire les dossiers, pour avoir le récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur pour être parti politique. Mais en réalité, ils n'ont pas l'ancrage qu'il faut, parce qu'un seul membre fondateur qui a compris la vision d'un parti politique et qui y est adhéré en tant que membre fondateur, lui seul déjà peut être en mesure de constituer déjà beaucoup de listes dans sa commune. Et si on en a eu au moins 15, parce que si on n'explique pas ces choses, les pourfendeurs de la réforme ne tardent pas à dire que lorsqu'on dit d'être présent dans tous les arrondissements, que c'est pour exclure les gens. Mais moi, je fais la liaison en disant que si vous avez pu avoir 15 membres fondateurs au moins par commune, vous devez avoir en principe une facilité de trouver des candidats dans les communes. Donc si ils sont en difficulté aujourd'hui, c'est parce que entre-temps, en fait, le parti n'était pas véritablement ancré. Oui, est-ce que c'est pas parce que le nouveau code électoral est là, donc on ne l'a pas encore essayé, les difficultés que cela pouvait engendrer, c'est une première expérience. Est-ce que cela aussi n'explique pas cette difficulté? Parce que, vous savez, avoir un ancrage national comme parti politique, ce n'est pas une chose facile. Il faut d'abord, et comme vous l'avez dit, avoir des éléments, avoir des militants. Celui qui a un parti qui a été créé, par exemple, qui a ses militants à Cotonou, doit aussi avoir des militants au fin fond du Bénin, dans tout le Tchoumi. Est-ce que c'est pas parce que le code est arrivé, personne, c'est-à-dire on est à la phase expérimentale? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que lorsque je prends l'exemple de l'Union progressiste et du Bloc républicain, par exemple. Oui, parce qu'il y a eu des grèves. Quand vous prenez ces partis politiques, on dit l'Union progressiste, Bloc républicain, mais c'est près de 300 à 400 partis politiques et mouvements politiques qui se sont associés. Ça veut dire que ces partis politiques auront une facilité ils sont beaucoup plus ancrés sur le territoire national. Nous ne voyons pas la face. Ce que les autres n'ont pas voulu faire. Parce qu'en voulant le faire,
j'ai peut-être... Parce que la loi a supprimé les alliances. Oui, absolument. Il n'y a plus... Les alliances de partis politiques ne peuvent plus présenter des listes. Donc, il faut être parti politique. Et comme les gens veulent être président à vie de partis politiques, peut-être ils sont en train de voir, en se fusionnant, ils peuvent perdre certains pouvoirs. Sinon, je ne vois pas ce qui les dérange à ne pas se regrouper. Et donc, moi, je vois que les partis qui n'ont pas pu vraiment faire des grands regroupements auront beaucoup de difficultés à regrouper les dossiers, les 3630 dossiers, et auront beaucoup de difficultés à avoir des élus, puisque il faut être éligible d'abord à l'attribution des sièges avant de prétendre avoir des sièges. Et là, c'est encore un piège qui les guette. Très bien. Monsieur Antoine Aboukonou, vous l'avez dit tout à l'heure que les partis auront des difficultés, en tout cas, à positionner des éléments, mais presque tous les partis politiques ont eu ce problème. Nous nous référons en tout cas, à ce que la Sénat reproche aux partis politiques. Je prends le cas du BA par exemple, on vous reproche, c'est vrai, le BA a reçu son récépissé provisoire, mais il y a des choses qu'on vous reproche également. Non, je crois qu'il ne faut pas faire de confusion. Très bien. Puisque faire des reproches, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit, l'article 177 dit, vous devez présenter de candidats dans les 546 arrondissements. Donc, lorsque vous arrivez au niveau de la Sénat, la première chose que la Sénat observe, c'est que la Sénat observe si vous avez les 3630 candidats. Dossiers. Bon, je dis candidats. Oui, candidat. Parce que la loi autorise après. Puisque vous devez vous rappeler que pour entre autres difficultés que nous avons eues au niveau des élections législatives, il y avait que des partis politiques qui n'ont pas pu participer du fait de n'avoir pas eu leur certificat de conformité, mais il y en a d'autres qui ont eu leur certificat de conformité mais qui ont été éliminés à la Sénat. Le PRD a été éliminé à la Sénat. Le PRD a eu son certificat de conformité mais a été éliminé à la Sénat. Moël Bénin avait son récépissé définitif en tant que parti politique créé, mais a été éliminé à la Sénat. Donc, je voudrais parler des raisons qui ont fait leur élimination à la Sénat. C'était qu'il y avait des doublons, des candidats qui étaient sur plusieurs listes à la fois. Et la loi d'alors avait dit, on ne peut pas être candidat sur plusieurs listes, comme ce code aussi l'a dit, mais l'article 46 de l'ancien code avait dit qu'une fois que la liste est déposée, qu'il n'y a plus de modification, qu'il n'y a plus d'ajout de pièces, on ne peut plus rien. Une fois que vous déposez à la Sénat, vous ne pouvez apporter aucune modification. Et c'est en application de cette disposition que la Sénat s'est vue obligée d'éliminer ces deux partis parce qu'on ne pouvait pas ajouter de pièces, on ne pouvait pas ajouter de candidats, on ne pouvait rien. Lors du dialogue politique, ce problème a été posé pour dire il faut rendre un peu flexible le processus au point où quand vous déposez les dossiers à la Sénat, on permet à la Sénat, là je vous cite le nouveau code électoral, Oui. La Sénat dispose de 8 jours pour observer les dossiers et procéder à leur validation. Ça veut dire que déposer ne signifie pas valider. C'est-à-dire ceux qui ont eu les récépissés provisoires peuvent ne pas demain aller participer aux élections. Ça, c'est parce que la Sénat a 8 jours, pour étudier les dossiers. Oui. Au fur et à mesure que la Sénat étudie les dossiers, il fait notification des observations aux partis politiques concernés. Et ces partis politiques disposent, à partir de la date de l'observation, de 72 heures pour y remédier. Donc, le fait aujourd'hui qu'on fait des observations au BR, à l'UP et bien sûr à d'autres qui vont venir, n'est pas... c'est toujours dans le processus de la loi. Donc,
une fois que ces observations sont faites, vous savez, 3600 dossiers, 3630 dossiers, c'est lourd. Donc, si je prends par exemple le BR et l'UP avec ce que j'ai vu, c'est quelques pièces qui manquent pour certains candidats. Soit le quitus fiscal, par exemple, le quitus fiscal, procuration de candidats, la déclaration sur honneur, le certificat de nationalité. Qu'est-ce qui peut expliquer ce problème? Est-ce qu'il n'y a pas? C'est quand même. Le BA a quand même une administration. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un problème d'organisation à l'interne qui justifie du fait que. Bon, vous savez, c'est un travail humain. Mais je dois dire que peut-être qu'il y a des gens, par exemple, qui peut-être ont perdu leur carte d'électeur et ils sont dans le processus de déclaration pour aller au niveau de l'ANT, pour avoir le... Il peut y avoir ces cas. Mais je pense que on ne saurait aussi dédouaner totalement les partis politiques parce que toutes les dispositions qui ont été prises, par exemple au niveau du BR, en principe, si ça avait fonctionné rigoureusement, on ne devait pas en arriver là. Mais pourquoi positionner des gens qui n'ont pas, par exemple, qui n'ont pas eu de quitus fiscal, des gens qui n'ont pas de carte d'électeur, des gens qui n'ont pas, qui ont de ces problèmes, qui n'ont pas de la déclaration si on est des gens qui l'ont pas fait. Mais pourquoi les avoir positionnés? Ça pose non, je crois il faut relativiser. La première chose, je vous ai expliqué que la loi autorise que après le dépôt, qu'on peut compléter les pièces. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il peut en profiter pour ne pas s'organiser, mais il y a des situations où, par exemple, vous avez des candidats qui sont des candidats potentiels. Et pour une raison ou une autre, un candidat, par exemple, qui est potentiel et qui a perdu sa carte d'électeur et qui est dans un processus de déclaration de perte et autres là, et que vous devez aller déposer les dossiers à la Sénat. Et c'est pas facile de dire oui, comme jusqu'à là où nous sommes, il n'a pas trouvé, on l'enlève et on le remplace par quelqu'un d'autre. Sur le terrain, ce n'est pas aussi facile. Donc il peut arriver qu'on ait ces cas-là où on se dit bon, si c'est ça, avançons et avant qu'on ne nous notifie même cela, le candidat serait dit après avec la pièce là. Mais l'idéal aurait été que un candidat qu'on veut déclarer, qu'on vienne en même temps avec tous ces dossiers. Au niveau du bloc républicain, je pense que le bureau politique a fait de son essentiel parce que nous avons procédé par étapes. On a mis d'abord en place un comité ad hoc au niveau de chaque commune qui est chargé d'identifier les candidats et de recueillir les pièces afférentes au dépôt de candidature. Et l'ordre a été donné en principe rigoureusement lorsque votre dossier n'est pas au complet, mais on ne prend pas. Donc, si par ailleurs on a eu ces erreurs-là, soit c'est une faille du comité, ou bien peut-être on s'est retrouvé dans le cas où je vous ai dit, où on a vu que bon, voilà un candidat potentiel qui est dans telle difficulté, bon, on ne peut pas l'enlever, on court pour se mettre à jour avant la date fatidique de la Sénat. C'est ça. Mais en principe, une administration bien organisée, on ne devait pas en arriver là. Alors, M. Aboukonou, c'est vrai, on reviendra sur le code électoral, sur le fonctionnement, la possibilité, le respect, en tout cas, des nouvelles exigences. Mais nous allons, puisqu'il s'agit des élections communales, des élections de proximité, vous voyez, le positionnement de vos militants, en tout cas des éléments sur vos listes, comment ça a été fait? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Bloc républicain ou à l'Union progressiste, il y a encore des grincements dedans, ça grogne, parce que ceux qui devaient être positionnés ne l'ont pas été et ça grogne dans les coulisses. Je suis sûr que l'information est allée au top niveau. Et ce problème existe, il y a un problème de positionnement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je dois d'abord vous dire que, quelle que soit l'élection,
les problèmes de positionnement se posent toujours. Ce n'est pas aujourd'hui et ça ne sera pas pour demain. Parce que, vous savez, lorsqu'on est dans un système de concurrence, la satisfaction n'est jamais totale pour les concurrents. Si celui-ci gagne, lui va... Donc, de façon générale, pour les listes électorales, il n'y a pas une liste électorale qu'on sort et que tout le monde est content. Il y a toujours des mécontents qui disent que non, en principe... Mais attention, nous sommes face à un défi. J'en viens des partis politiques sur le plan national, bien ancrés sur le plan national. J'en viens. Oui. Oui. Je vous ai dit que de façon générale, il y a toujours des mécontentements. Ça, c'est le principe. Maintenant, il faut atténuer autant que se peut ce mécontentement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas verser dans la fantaisie, dans les positionnements. Et, comme vous l'avez dit, en principe, avec la réforme que nous sommes en train de faire, en disant qu'il faut que les partis politiques aient d'ancrage national, mais cela suppose qu'il faut plus de démocratie au sein des partis politiques. Parce que s'il n'y a pas de démocratie, les partis vont durer le temps peut-être que leur leader est là, et lorsque le leader ne sera pas là, les gens vont partir. C'est-à-dire que l'UP, le BR, je ne souhaite pas qu'il n'existe que parce que le président Patrice Talon est là. Il faut que le parti même démontre qu'elle peut assurer sa survie. Et le faire, c'est entre autres comportements à observer, c'est par exemple, lorsqu'il y a cette question-là, qu'on positionne les candidats au point où les militants même se disent que non, oui, ce qui a été fait dans l'ensemble, c'est acceptable. Mais si on observe que, mais vous savez, la question des listes, moi je ne vais pas vous... Je vais vous dire ce qui se passe. Dites-nous, parce qu'on a envie de le savoir. Ce qui se passe en réalité, ce que moi j'ai observé depuis, puisque moi-même, quand j'étais à la Renaissance Bénin, j'étais secrétaire exécutif à la base et j'avais la charge de confectionner les listes. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Par le passé, là même, c'est très... Puisque le supérieur hiérarchique peut t'appeler pour dire, mais celui-là, là. Et tu es obligé de le faire. Parce que si tu ne le fais pas, quand ça arrive à son niveau, il va enlever celui que tu as mis là et il va positionner. Avant, soit c'est quelqu'un qui a l'argent, et on tient compte de sa surface financière et on le met tête de liste parce qu'on dit, ah, les élections, c'est l'argent. Donc, il ne faut pas mettre un pauvre là. Si on le met, il ne peut pas trouver les moyens pour traîner, pour conduire la liste. Et ne serait-ce que sur ce critère, on le met là. Vous voyez? Il y a le problème de parrainage qui me paraît transversal parce que ça existe encore jusqu'à là où je parle. C'est-à-dire que vous avez un parrain. Un parrain qui est bien positionné dans le parti et c'est lui qui vous impose. Et qu'on le veuille ou non, les listes vont sortir et vous allez retrouver celui-là sur la liste et vous êtes obligé de faire avec. Voilà autant d'imperfections qu'on observait avant. Je crois qu'aujourd'hui, en principe, on ne devait plus assister à cela parce que d'abord, on a procédé à une refonte des partis politiques. On a voté la loi sur le financement public des partis politiques pour permettre aux partis politiques d'avoir une autonomie financière au fin de ne plus être aux injonctions des hommes d'affaires ou bien des gens riches qui doivent leur imposer leur dictat. Aujourd'hui, le financement public n'est pas encore mis en place. Ça suppose qu'on va toujours faire avec en attendant. Mais, si moi je dois voir ce qui est fait au niveau du bloc républicain, en principe, le problème ne devait pas se poser. Puisqu'on a mis en place un comité ad hoc d'identification des candidats. Et ce comité ad hoc qui est mis en place n'est composé que des gens de la commune qui, en principe, si ce comité
est bien mise en place, puisque là on est encore en politique, sinon si le comité est bien mis en place et qui fonctionne bien, ce comité ne peut pas identifier des candidats qui viennent de nulle part. Ce n'est pas possible, puisqu'il doit avoir vraiment des critères de militantisme sur le terrain qui doivent concourir à ce choix-là. Oui. Bon, donc si le travail est bien fait au niveau du comité ad hoc, le comité ad hoc doit remonter le travail au niveau de la coordination départementale. C'est ce qui a été fait chez nous, c'est ça que je vous dis. Et la coordination départementale, après son avis, doit remonter le dossier au niveau de la coordination nationale de campagne. Donc, si dans tout ce processus, on sort une liste où les militants ne se retrouvent pas encore dans ça, on peut dire que quelque part, le processus a été encore sujet aux astuces d'alors. Et donc, je crois que moi, jusqu'alors je parle, je n'ai pas connaissance des listes. Donc, ceux qui grincent les dents, peut-être ils ont déjà les informations. Mais vous avez connaissance que vous, Antoine Adoukono, vous êtes certainement sur la liste. Non, j'ai la connaissance que j'ai déposé le dossier pour être candidat. Mais vous n'avez pas connaissance. Je ne sais pas si vous êtes sur la liste. Je ne sais pas si mon dossier a été retenu, jusqu'à savoir même là où je suis positionné. Mais je sais que j'ai été identifié comme candidat et j'ai déposé les dossiers. Maintenant, la suite, je ne sais pas. Je n'ai aucune information pour vous dire que oui, finalement, j'ai été retenu comme candidat et je suis à telle position, puisque la Sénat n'a pas encore publié les listes. Et je pense qu'il y a actuellement une certaine rigueur au niveau de la Sénat. Parce que par le passé, juste qu'on a déposé les dossiers, le lendemain, les journalistes, les journaux nous montrent quand même quelques signes de positionnement. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu cela. Donc ça veut dire que la Sénat a retroussé ses manches pour dire non, nous sommes une institution, il ne faut pas que tout ce qui vient ici rentre dans la rue à l'improviste. Donc, jusqu'à l'heure où on parle, en tout cas moi, je n'ai pas connaissance d'une liste. Très bien. Alors, M. Antoine Adoukono, vous savez, on l'a dit, et ça c'est le gros du travail, présence dans les 546 arrondissements du Bénin. Alors, comment est-ce que cela devrait fonctionner? Qu'est-ce que les partis politiques, au regard de ce qu'a prévu le nouveau code électoral, devraient faire pour être véritablement présents dans ces arrondissements et présenter les 3630 dossiers? Qu'est-ce que les partis politiques devraient faire? Non, là, en général. Je ne parle pas du BR uniquement, mais de tous les partis politiques qui se voient en mesure de participer et d'aller aux élections. C'est la première chose que je vois. Oui. C'est quoi? Si dans chaque arrondissement, vous êtes bien représenté, même si on dit 1000 arrondissements, ça ne vous dit rien. Puisque tu es celui qui est à Cotonou ici, il ne va plus courir pour dire, aller à Malanville, pour dire je vais avoir les dossiers. Ou bien il va appeler quelqu'un, des connaissances là-bas, pour dire ah, cherche-moi des candidats. Non, parce qu'il sait qu'il est à Cotonou, mais déjà à Malanville, que sont partis. Donc la première chose, c'est que les partis politiques doivent être véritablement représentés dans les arrondissements. Je dis véritablement représentés. Représenter véritablement ne signifie pas avoir des membres fondateurs seulement dans les communes, ne signifie pas de tout faire pour avoir les dossiers dans les arrondissements. Non. Véritablement ancré, c'est faire en sorte que on est vraiment représenté, où on a la facilité d'avoir facilement des dossiers. Donc, bien représenté, c'est être un parti politique consolidé. Consolidé, de vrais partis politiques. Le tout de suivre, il faut éviter d'être un parti politique récépissé, comme je le dis. C'est-à-dire que je fais tout pour avoir mon récépissé au ministère de l'Intérieur et je dis que je suis parti politique. Il faut éviter ça là. Il faut être un véritable parti politique. Vous avez suivi, je ne sais pas pour jeter des fleurs à l'UP au BR, mais vous avez suivi dites-moi,
à part, tel que vous avez vu, le congrès ordinaire de l'Union progressiste, avec plus de 10 000 membres fondateurs, du BR, avec plus de 6 000 à 7 000 membres fondateurs au congrès, là. Les autres partis, là, dites-moi lequel a fait ce congrès, vous avez vu. Non, mais là, M. Antoine Adoukonou, c'est à vous-même de répondre à cette question. Non, regarde des réalités. Oui, donc les autres partis politiques, oui, à part ceux qui ont eu le certificat de conformité, la FCBE et autres, bon, finalement, même ils n'ont plus de certificat, ils ont eu de récépissé. Donc, tous les autres partis politiques, moi, j'ai vu seulement après qu'ils ont eu leur récépissé provisoire et définitif. Mais je ne l'ai pas vu. Ça, c'est une organisation, ça ne dépend de chaque parti, ça, c'est leur organisation. Ils auront le temps de s'organiser parce que là, le plus urgent, c'est de participer aux élections. Je ne le refuse pas. Je le refuse. Non, les partis qui ont été créés, 12 partis là, oui. Moi, je n'ai pas vu que vraiment on a fait un congrès, on ne sait ceci. Mais est-ce que faire un congrès, M. Adoukonou, faire un congrès justifie l'effectivité, l'ancrage d'un parti politique sur le plan national aujourd'hui? Non, ça peut justifier par endroit. Ça, c'est mieux que de traîner des dossiers juste pour avoir puisque vous devez déposer en fait un procès verbal de congrès, donc ils vont vous dire qu'ils ont fait un congrès. Mais pour moi, c'est pas visible. C'est comme si on s'est arrangé, tout fait pour avoir 15 membres au moins par commune, pour avoir son récépissé. Et ça se déteint maintenant sur le dépôt des dossiers. Et il y a un risque qui est là que je vais vous dire. Parce que demain, il ne faut pas que les gens accusent la Sénat. Vous savez ce qui va se passer? Non, dites-nous. Je vous ai dit que la première étape, c'est de déposer des dossiers pour les 3630 candidats. Ça, c'est la recevabilité. La Sénat dit, bon, nous avons reçu. C'est ça qui justifie le récépissé provisoire. C'est ça la loi a dit. Lorsque, bon, c'est recevable, on vous délivre immédiatement un récépissé provisoire. Maintenant, la Sénat va rentrer dans le fond des dossiers. Ce qui a été fait déjà pour le BR et pour l'UP, avec ces notifications. Le danger que nous courons, c'est quoi? Lorsque je suis un parti politique A, et que pour être recevable, pour avoir les 3630 dossiers, j'ai été obligé de dire aux gens, trouvez-moi des candidats, trouvez-moi des candidats, trouvez-moi des candidats. Des gens que je ne connais même pas. Et on a tout fait pour me les trouver. Et dans la précipitation, je ne suis pas arrivé à avoir toutes les pièces d'état civil conformément aux exigences de la loi. Mais pour le moment, j'ai pu quand même aller faire le dépôt en leur nom. C'est-à-dire que je prends M. Moussa, qui est candidat sur la liste du parti A, mais qui ne m'a pas encore donné toutes ces pièces. Toutes les pièces, oui. Et je compte que au moins en déposant, j'aurai le résultat provisoire. Et après, maintenant, je vais compléter les pièces. Si je le fais, et maintenant, après, Théodule Moussa disparaît. Et je ne le vois plus. Comment je vais avoir ces pièces pour aller compléter? C'est ça le vrai problème. Puisque nous sommes en politique, tout est possible. Nous sommes en politique. Tout est possible. Lorsque Théodule Moussa apprend par exemple, par fuite, qu'en fait, il n'est que le dernier suppléant sur la liste, ça la seule suffit pour qu'il ne fournisse le reste des pièces. Pour vous mettre le parti en difficulté. Dans cette localité-là. Des partis concurrents qui ont l'information que l'autre n'a pas encore donné toutes ses pièces et que c'est telle personne, pour éliminer l'autre parti, il peut agir sur la conscience de ces candidats qui peut-être, ils ne sont pas des militants du parti. Même si le parti échoue, ça ne veut dire rien. Puis c'est des gens que vous avez glané un peu partout, les gens qui ne connaissent même pas le nom du parti pour lequel ils sont candidats. Donc, si quelqu'un, je suppose, quelqu'un leur dit, mon frère, prends 1 million, traverse la frontière et disparaît. Éteins ton portable. Si le candidat le fait, comment vous pouvez maintenant ajouter les pièces? Puisque la loi dit, on peut compléter les pièces, mais on ne peut pas changer de candidat ni l'ordre
des candidats, sauf les cas de décès ou de candidature sur plusieurs listes. Il n'y a que 2 conditions pour changer de candidat. Soit le candidat décède, ou bien le candidat se retrouve sur plusieurs listes. On autorise que ces candidats soient extirpés des listes et qu'ils soient changés. Mais hormis ces 2 cas, Théophile Roussa, qui est déjà fixé au niveau de la SEDA, pour pouvoir avoir les 3630 dossiers, on ne peut plus changer Théodule Roussa. Voilà qu'on ne voit pas Théodule Roussa, les pièces de Théodule Roussa. Qu'est-ce qui va se passer? La Sénat, dans l'étude de fond, va notifier au parti politique que Théodule Roussa n'a pas de certificat de nationalité, il n'a pas de casier judiciaire, et vous avez 72 heures pour compléter. Voilà qu'on ne te voit pas. Comment on va compléter les pièces? Donc, après ce délai de 8 jours, et le cas échéant de 72 heures, la SEDA ne prend plus de pièces. La SEDA va statuer par rapport à ceux qui ont pu se mettre à jour par rapport aux pièces. Et là, votre parti politique sera déclaré, n'aura pas le récépissé définitif, et vous ne pouvez pas participer aux élections. Quand ça va arriver comme ça, il ne faut pas que les gens disent que la Sénat est en train d'exclure les gens, ou bien on a voté une loi d'exclusion. Non, hein. Parce que ça a été très bien précisé. De l'étoile. Voilà. Oui. Donc, si vous allez mettre des candidats que vous ne maîtrisez pas sur les listes, juste parce que vous voulez répondre aux exigences des 3630, la conséquence, c'est ça, je vous explique. Mais est-ce qu'au regard de ce qui se passe aujourd'hui, M. Antoine Adou-Konou, est-ce que les partis politiques sont bien conscients, en tout cas, de cette petite démonstration que vous venez de faire, que c'est comme ça cela doit se passer? C'est au regard de ce qui s'est passé à la SEDA, là, que moi j'ai tiré même cette conclusion. J'ai peur que les 8 partis, là, les 8 ou les 8, je crois, qui ont reçu leur provisoire, mon souhait, c'est que les 8 puissent franchir tous le cap. Mais ce n'est qu'un souhait. Je ne peux pas me substituer aux difficultés qu'ils ont. Parce que si déjà, ils sont rentrés dans la cour de la Sénat et qu'ils n'étaient pas prêts même pour aller faire les déclarations de candidature, puisque le président de la Sénat a dit que les équipes les attendent et ils sont seulement dans la cour et qu'on leur donne jusqu'à 16 heures pour se mettre à jour. Ça veut dire qu'ils sont rentrés à l'intérieur de la Sénat pour que la Sénat ne ferme pas leur présence. Oui, pour marquer leur présence. Et c'est maintenant à l'intérieur de la Sénat qu'ils ont commencé par mettre les pièces à jour, les candidats, tout ça là. Est-ce que dans ce tohu-bohu là, on est sûr que les candidats qu'on a amenés là, c'est des candidats qui sont engagés pour la cause du parti et qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas se rebeller demain pour dire « je ne veux pas fournir de pièces ». Et donc c'est des situations qui peuvent venir. Même nous, je ne sais pas si c'est confirmé, j'ai appris qu'un candidat aurait démissionné ailleurs d'un parti politique. Nous n'avons pas encore la vraie version, nous n'avons pas encore... Non, je vais dire à ce candidat-là que sa démission n'a aucun effet sur la suite du processus, puisque la loi n'a pas prévu de démission. Et comme on doit changer de candidat, si vous avez déposé votre dossier qui est enregistré comme tel, même si vous démissionnez, vous allez démissionner pour aller travailler pour un autre parti, mais votre dossier va compter pour le parti pour lequel vous avez déposé le dossier, puisqu'on ne peut pas vous changer. Mais le risque, ça je vous dis, si entre-temps, malheureusement, c'est ce candidat qui est en train de démissionner du parti, c'est lui qui doit faire d'ajout de pièces, vous imaginez la suite. Parce que peut-être, il a eu l'information que tel qu'on l'a positionné, c'est pas bon. Il dit, je démissionne. Très bien. Pensant peut-être que sa démission va mettre en péril la liste du parti. Je lui dis que non, ça ne met pas en péril la liste du parti. Mais si entre-temps, ce candidat devait compléter de pièces, qui peut oser aller le voir? C'est pourquoi l'idéal pour les partis politiques dans un contexte juridique pareil,
c'est de tout faire pour avoir toutes les pièces des candidats en même temps et ne plus avoir à changer de pièces, à faire ceci, à faire cela. Surtout pour les partis qui ont pris des gens dans la rue pour dire qu'ils sont des candidats. Puisque c'est ce que les gens demandent, pardon, viens être candidat, donne seulement ton date de naissance, c'est fini, casier judiciaire, tout ça, on va te chercher ça. En fait, ça, c'est pas un candidat. Je dis que ça, là, c'est pas un candidat. Un candidat, c'est quelqu'un, d'abord, que le parti va identifier comme tel au regard de plusieurs paramètres, et le candidat lui-même doit avoir l'engagement, la volonté de servir. Alors, M. Antoine Adoukono, 8 partis politiques enregistrés provisoirement par la Sénat, est-ce que vous pensez que ces 8 partis politiques ont véritablement le poids qu'il faut pour aller à ces élections, parce que la Sénat n'a pas encore fini boucler son travail pour le récépissé définitif, mais déjà 8 partis politiques, est-ce que vous pensez que tous ces partis politiques ont vraiment de l'ancrage c'est-à-dire ont la possibilité de participer à ces élections? Moi, je peux... Sur tous les plans, je dis. Oui, sur tous les plans. Moi, je crois que à l'épreuve du temps, nous allons comprendre si, après les élections, on va voir combien de ces partis politiques qui pourront avoir les 10% au plan national pour être éligibles. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, et que les électeurs, surtout, à travers ces émissions, doivent comprendre, pour pouvoir mieux orienter le choix, c'est que vous pouvez voter pour quelqu'un dans un arrondissement qui peut être premier dans l'arrondissement et au bout du rouleau ne pas occuper le siège. Ne pas occuper le siège. Parce que le parti sur lequel il s'est positionné n'a pas pu avoir les 10% au plan national. Et si vous n'avez pas 10%, c'est que vous avez 0 conseiller communal ou municipal. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Puisque vous n'êtes pas éligible. Ça veut dire que quand on rentre dans votre arrondissement, on ne veut pas prendre en compte les voix que vous avez obtenues. On va prendre en compte les voix que ceux qui ont pu avoir 10%. C'est avec ça maintenant qu'on va appliquer la règle de l'attribution des sièges. Ça veut dire quoi? Les électeurs doivent être conscients de cela pour savoir quel choix opérer. Il ne s'agit pas d'opérer des choix sur des individus qui se placent sous des partis politiques à risque. Moi, je le dis. C'est-à-dire, de façon les partis politiques à risque, c'est les partis politiques qui n'ont pas d'envergure nationale. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Vous pensez qu'il y a des partis politiques qui n'ont pas d'envergure? Je le pense. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, à l'épreuve du temps, parce que... non, si je dis l'épreuve du temps, c'est que le bout du tunnel n'est pas loin. Parce que ces partis vont toujours dire, qu'est-ce qui te prouve que nous, on n'aura pas 10%. Mais au soir du 17 mai, ils comprendront. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ces partis politiques n'auront pas 10%? Quels sont les aspects, les paramètres sur lesquels vous avez misé pour dire que ces partis politiques n'auront pas les 10%? Bon. Certains partis politiques. Voilà. Oui. Moi, acteurs politiques, analystes et tout. Oui. C'est sur quoi je me base, c'est ceci. Je vous ai expliqué ce que c'est qu'un candidat. Un candidat, ce n'est pas seulement un citoyen chez qui on a pris les pièces pour aller constituer des dossiers de déclaration de candidature. Puisque les suffrages que ce candidat est capable de garder dans sa zone comptera pour les 10%. Il y a une liaison entre la liste de candidatures et les 10%. Forcément. Forcément. Et je vous ai dit que tel que ça, vous savez, ce qui va se passer, puisque on est dans la pratique, ce n'est pas aujourd'hui.
Mais dites-moi ce qui va se passer. Un candidat, bon, je suppose que je suis quelque part dans mon coin. Oui. Et que vous êtes venu me voir pour dire vous serez candidat. Et vous m'avez forcé la main. Bon, et vous m'avez dit que je n'ai rien à dépenser. Bon, de remettre seulement mon date de naissance. Bon, je me suis dit, bon, comme il n'y a pas une contrainte financière et que je serai candidat, bon, etc., c'est bon. Et je vous remets les pièces. Et vous déposez les candidatures en mon nom. Vous pensez que moi j'ai un engagement vis-à-vis de vous à dire que je veux travailler. Et là, vous l'avez suffisamment. Je veux travailler pour que vous ayez de voix. Non. Et qu'est-ce que j'attends de vous? En fait, ce que j'attends de vous, c'est de l'argent. J'ai déposé ma candidature. Si vous voulez que je vous trouve des militants pour voter pour vous, je vais vous dire de me donner de l'argent. Et quand je prends l'argent, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Je ne fais rien. Puisque moi-même, je ne veux pas réussir. Je ne veux même pas réussir moi-même. Donc, je vais faire quelques affiches quelque part pour vous flatter, pour vous montrer que bon, je suis en train de faire votre partie ici. Et je vais empocher le reste pour faire mes aventures avec. Et quand si c'est des candidats pareils, si vous avez multiplié de pareils candidats un peu partout, moi je vous vois beaucoup en difficulté par rapport aux 10%. Ce qui n'est pas le cas au BR et à l'UP. Ça, c'est la vérité. Très bien, M. Alukolmo. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un travail de sensibilisation à faire à l'endroit, c'est-à-dire des électeurs, des potentiels, des électeurs de chaque parti, par rapport à aux 10%, c'est-à-dire voilà. Comment faire pour que ces partis, ou bien le parti, puisse avoir au moins 10% et avoir, penser, c'est-à-dire avoir quelques sièges dans les 1815 qui sont prévus. Oui. Voilà. Et ce travail incombe beaucoup aux acteurs politiques, aux candidats potentiels que nous sommes. Parce que si nous ne le faisons pas, ça peut créer des crises post-électorales qu'on aura encore à gérer. Parce que les citoyens d'une commune qui disent que notre prochain maire, c'est M. Roussa. Et on travaillait dans ce sens et on votait dans ce sens. Mais il se fait malheureusement. Et qui ont peut-être vu que le candidat a assez de voix. M. Théodule Roussa a 90% des suffrages exprimés dans la commune A. Et que malheureusement, Théophile Roussa s'est positionné sur une liste qui n'a pas pu recueillir 1% au plan national et qui est donc inéligible. Arrivé au niveau de cette commune, Théophile Roussa ne sera pas représenté au conseil communal jusqu'à prétendre être maire. Les populations qui n'ont pas compris ce que c'est que le seuil national peuvent se mettre en colère pour dire, mais puisqu'il s'agit d'une élection locale, comment nous, dans notre communauté, on peut choisir quelqu'un pour nous diriger dans notre communauté et pour qui nous avons aussi voté, mais qui n'est pas élu, et c'est quelqu'un pour qui nous n'avons pas du tout voté et qui va nous représenter. C'est pourquoi nous devons faire l'effort pendant la campagne, même bien avant la campagne, expliquer aux électeurs les enjeux du nouveau code électoral. Pour qu'ils comprennent que s'ils ont un candidat, en réalité, même cela devait se faire même avant la déclaration de candidature. Si vous estimez que vous avez des gens qui peuvent vous gouverner, orientez-les dans les partis politiques d'envergure nationale. Pour qu'ils ne vous déçoivent pas demain. Ce travail doit être fait en amont. Puisque maintenant, on a déjà bouclé les candidatures. Et les candidats même qui sont adulés par ces partis politiques doivent avoir le réflexe de se mettre sous la bannière d'un parti politique qui pourra régler leur affaire. Mais les candidats ne comprenant pas le bien fondé de ces réformes-là
se donne à ces partis politiques, je sais pas, ces partis politiques qui ont récépissé là. Parce qu'on vient dire, oui, tu vas être tête de liste. Et ils voient que, bon, s'ils viennent au BR ou bien à l'UP, ils n'ont pas la chance d'avoir tête de liste, alors que ici, ils ont tête de liste. Et ils tombent dans ce piège. Le piège, c'est que tu as beau être tête de liste, mais si ton parti n'est pas éligible, tu ne seras pas élu. Et celui qui est peut-être 4e, 5e, 10e même, dans la liste concurrente, peut passer le cap. Cette compréhension, le candidat lui-même doit l'avoir. Absolument. Oui. Sinon, les difficultés de positionnement que nous on a au niveau du BR et de l'UP, si nous on n'a pas la compréhension de tout ça là, beaucoup d'entre nous qui peuvent déjà se retrouver dans les autres listes. Puisque vous avez ici, vous devez le dossier, on ne vous a même pas identifié comme candidat, mais dans le même temps, il y a des partis qui s'agenouillent pour toi, pour dire, viens être candidat. Ici même, tu dis, je vais être candidat, on a dit, non, tu ne peux pas être candidat. Et que tu ne peux plus en tout cas te retrouver sur l'autre liste aussi. Voilà. Oui. Non, c'est-à-dire que je prends un candidat. Oui. Je suppose que M. Adoukonou a voulu être candidat sur la liste BR. Et BR ne l'a pas identifié comme candidat. Mais dans le même temps, il y a des partis qui s'agenouillent pour Adoukonou pour dire, viens être candidat. Si Adoukonou n'a pas bien compris les choses, il peut dire, ce que je demande ici qu'on refuse là, on me l'a donné là-bas, qui plus est, on m'a dit d'être tête de liste. Et il peut basculer de l'autre côté. Nous avons quelques cas parmi nous. Mais, en basculant de l'autre côté, il faut courir le risque d'être inéligible. C'est ça le problème. Et on doit comprendre aussi que, est-ce que quand nous sommes militants d'un parti politique, est-ce que tout le monde pourra aller sur la liste? La liste n'est pas extensible. Non. D'accord? Si dans l'arrondissement on veut 10 personnes, ça veut dire qu'on va s'arrêter à 20. Ça veut dire 10 titulaires et 10 suppléants. Donc, voilà que vous êtes des milliers de militants. Donc, nous-mêmes, on doit avoir d'abord cette compréhension pour savoir que non, tout le monde ne peut pas se retrouver sur la liste. Mais ceux qui n'ont pas cette compréhension, une fois qu'ils ne sont pas retrouvés sur la liste, ils cherchent des détours pour se retrouver sur... Moi, je dois vous dire que c'est avec un grand regret que j'observe la création des partis politiques, tous azimuts là. Ça, vous pensez que nous n'avons pas beaucoup aujourd'hui Oui, c'est trop. Ça, moi, là, c'est personnel à moi. C'est personnel. Je ne vais pas vous mentir. C'est avec un regret que j'observe que malgré les dispositions légales qu'on a mises en place, les gens sont toujours dans la tendance de création de partis politiques et non de consolidation de partis politiques. Les partis politiques qui sont là maintenant, 8 qui ont fait les déclarations, si peut-être 4 autres se sont encore regroupés pour faire de grands ensembles, vous pensez qu'il y a difficulté de dépôt de dossiers? Il n'y a pas de... Ils seront dans la même situation que BR et UP. Ils auront des dossiers dépassés. Et ils auront même à faire des choix. C'est ce qui s'est passé au BR et à l'UP? Oui, à l'UP et au BR, il y a eu des dossiers de façon... Ça a été dépassé, quoi. On n'a pas de problème de dossier au niveau de l'UP, ni au niveau du BR. Je ne suis pas à l'UP, mais j'ai des amis à l'UP. Au niveau de l'UP et du BR, on en a déposé au point où ça a dépassé. C'est-à-dire que le marché existe. On n'a pas de problème de candidat qui va être... Non, on a trop de candidats au point où on a sélectionné pour choisir les meilleurs. Mais dans le même temps, les gens courent dans les quartiers pour dire nous voulons de candidats. Est-ce qu'un parti politique qui est véritablement un parti politique va courir pour chercher de candidats? C'est ça ce que je vous dis. C'est pas de véritables partis politiques. Et certains qui ont compris ont décidé de ne pas aller aux élections. Certains qui ont compris ont décidé de ne pas aller aux élections. Est-ce que c'est parce qu'ils ne se sentent pas capables de fournir les 3630 dossiers? C'est une question de moyens.
n'êtes pas au cœur, vous n'êtes pas dans l'état-major de ce parti pour comprendre non. les raisons qui ont motivé leur absence. Non, quelle que soit la raison, oui. Ces raisons sont les raisons fondamentales. Vous savez pourquoi? Non. Quel est l'objectif d'un parti politique? L'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer. Et les élections communales, à partir de la révision de la Constitution, sont devenues des élections quelque peu semi-présidentielles. Parce que pour être candidat désormais à la présidence de la République au Bénin, il faut avoir le parrainage de 16 députés ou 16 maires et ou 16 députés et maires. Les partis politiques de l'opposition, je voudrais par exemple nommer Restaurer l'Espoir pour être plus illustratif. Non, nous n'allons pas Non, ce n'est pas pour vous créer de problèmes. C'est pas pour... Non, en tout cas, on n'a pas intérêt à critiquer le parti politique. Je donne son exemple, puisque son exemple me paraît plus patent. Un parti politique de l'opposition, par exemple, qui chante tout le temps que l'Assemblée nationale est monocolore, ça veut dire qu'ils n'ont aucun député à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ces partis politiques, si vraiment ils doivent aller aux élections présidentielles, ne peuvent compter que sur les maires pour leur parrainage. Et donc ces élections communales doivent être des élections de grande importance pour eux, puisqu'ils n'ont pas de parrain à l'Assemblée nationale. Mais si, malgré cela, des partis politiques de l'opposition disent « je ne veux pas aller aux élections », vous devez comprendre que c'est face aux difficultés et aux exigences de la loi qu'ils ont pris cette décision. Peut-être le temps de se réorganiser, de s'organiser pour les élections communales, pour les élections générales. Bon, si on est vraiment parti politique et qu'on ne peut pas participer au shoot électoral sous quelque prétexte que ce soit, je crois que c'est pas... Très bien. Monsieur Antoine Adoukonou, vous l'avez su bien dit tout à l'heure dans votre dernier développement, les élections, les récentes élections communales préparent les élections... Nous sommes en train de faire les élections présidentielles 2021. Alors, les gens le disent... mais en tant qu'acteur politique, quelle explication pouvez-vous donner pour amener les gens à percevoir l'importance de ces élections qui, qu'on le veuille ou non, préparent 2021, les élections présidentielles? Non, tel que je vous l'ai expliqué, d'abord vous l'avez expliqué le bien fondé du parrainage. Pour que demain on ne dise pas qu'il n'y a pas beaucoup de candidats, il n'y a pas ceci, ceci. Si demain, par exemple, moi j'explique cela pour dire, voilà des partis qui ont dit je ne veux pas aller aux élections. Des partis qui ne sont pas bien ancrés, qui disent je vais aller aux élections, ils n'auront pas 10%, tout ça là. Et quand ils n'auront pas les maires, demain, ils ne pourront pas avoir de candidats aux élections présidentielles. Je le dis, toutes choses étant égales par ailleurs, parce qu'on est en politique. Qu'est-ce qui me prouve que demain à l'Assemblée, des candidats, des députés ne vont pas parrainer des candidats de l'opposition? Je ne peux le dire. Mais je parle sous réserve que les choses restent dans la constante. C'est que sans que l'opposition aujourd'hui n'ait réuni 16 maires, ils ne peuvent pas avoir de candidats aux élections présidentielles de 2021. Mais pour avoir les maires, c'est ces élections communales-là qui doivent le définir, puisque le maire, lui, au sein du conseil communal. Donc le maire, il est conseiller communal d'abord. Oui. Mais si vous n'avez pas 10% au plan national, vous avez 0 conseiller communal et municipal. Ça veut dire que vous avez 0 maire. 0 maire. C'est fini, non? Maintenant, ça veut dire que vous ne pouvez plus avoir de candidats aux élections présidentielles. Et si les partis politiques de l'opposition et autres comprennent les choses comme ça, ils auraient adopté un autre comportement. Moi, je ne suis pas de l'opposition pour faire cet état ici. Mais s'ils ont la compréhension de ça là, ils auraient adopté un autre comportement que ce que je vois là où tout le monde va chercher son récépissé
pour dire que je suis parti politique, je suis président de parti. Non. La réforme est dans la logique de consolidation des partis politiques. Ce n'est pas la quantité de partis politiques que nous voulons, c'est la qualité des partis politiques. On ne veut pas la quantité de partis politiques. C'est vrai, c'est un multipartisme intégral qui a été annoncé à la conférence des forces vives de la nation. Mais c'est un multipartisme encadré par la loi. Parce que dans le préambule de la Constitution, on a annoncé que nous avons fait l'option d'un multipartisme intégral, mais dès l'article 5 déjà de la Constitution, on a dit que c'est un multipartisme qui s'exerce conformément à la charte des partis politiques. Absolument. Ça veut dire que ce n'est pas un multipartisme à volo où on peut avoir 300, 400 partis politiques, les gens qui ont leur parti politique dans leur sac. Dans leur sac. Vous en connaissez, vous êtes journaliste. Et on a tout fait pour que tout ça là disparaisse, pour que on comprenne qui est parti politique et qui n'est pas parti politique. Ce que les gens ne comprennent pas, quand nous disons que il faut consolider les partis politiques, les gens demandent, est-ce qu'on a besoin de consolider les partis politiques avant de travailler pour le pays? C'est ça la question que les gens posent. Quand moi, ils répondent, certains opposants ils disent, est-ce que le président Talon a besoin de ça là avant de... Oui, la réponse est oui. Si nous connaissons le rôle d'un parti politique, la réponse est oui. Entre autres rôles d'un parti politique, il y a la fonction de représentation des partis politiques. C'est-à-dire que ce sont les partis politiques qui fournissent le personnel politique administratif du pays. Vous ne pouvez plus être aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, législative, communale, locale même, si vous ne verrez pas d'un parti politique. Aujourd'hui, c'est ça. Puisqu'il y a maintenant le parrainage. C'est le parti politique qui doit vous parrainer. Mais une structure organisationnelle qui doit fournir le président de la République, qui doit fournir le maire, qui doit fournir les chefs d'arrondissement, qui doit fournir les chefs de quartier, mais si cette structure est laissée sans réglementation à la population, mais c'est grave. Si ces partis politiques ne sont pas consolidés, et on sait qui est qui, mais ça veut dire que n'importe qui peut quitter ce parti et devenir président. Mais quand c'est consolidé, c'est que vous avez un parcours dans le parti. Et vous devez faire vos preuves avant que le parti ne puisse vraiment vous dire, bon, je vous parraine, vous pouvez être candidat. Ce sont les partis politiques qui donnent les ministres à nommer, les DG à nommer, tout ça là. Mais si ça là, on laisse ça à la portée de n'importe qui, imaginez ceux qui vont envoyer. Donc, il y a bien un lien étroit entre la vie des partis politiques et la bonne gouvernance. C'est ce que les gens ne savent pas. On dit, est-ce que Talon a besoin de ça là avant de gouverner? Oui, il a besoin de ça avant de gouverner. Parce que quand les partis politiques sont consolidés, nous avons de véritables acteurs politiques qui s'y dégagent. La facilité que les gens ont à être candidats dans les partis que je vois là, ils ne l'ont pas en étant dans les partis consolidés. Là aussi, ça pose le problème de la formation des militants, la formation politique, juridique des militants de ces partis-là. Parce que quand vous n'êtes pas suffisamment formé, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire dans les grandes démocraties, en tout cas dans d'autres pays, c'est ça, c'est d'abord et surtout la formation des militants. Tout ça, là, c'est une conséquence de la consolidation des partis politiques. Oui. Quels sont les partis qui peuvent rester soucieux de la formation de leurs militants? C'est les partis politiques consolidés. Ce qui ne se faisait pas. Si je crée mon parti politique, qui n'a que d'ancrage dans mon arrondissement, et que mon seul souci, c'est de vendre le parti après. Ah, comment? C'est ça. Vous parlez avec un acteur politique, un praticien du terrain.
Ah oui? Ah oui. Je ne suis pas sûr. Parce que vous avez été témoin aussi à Lukombo, j'ai vécu pendant des années. Oui. J'ai fait 17 ans à la Renaissance du Bénin. J'ai vécu pendant des années. Et qu'est-ce qui se faisait? Ce que je faisais, c'est simple. Pas la Renaissance du Bénin, en tout cas. Non, je ne parle pas de la Renaissance du Bénin. Je parle de façon générale. C'est général, oui. Les partis politiques qu'ils ont créés, et qui n'ont que d'ancrage dans les arrondissements, dans les communes, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Ce qu'on fait avec, c'est simple. Puisque, entre-temps, la loi avait autorisé les alliances de partis politiques. Et si vous observez bien, par le passé, à la veille des élections, c'est toujours pas de grandes alliances qu'on allait aux élections. L'ABN, l'ADN, la FCBE, l'UBF, etc., etc. C'est-à-dire que aucun parti n'est à mesure lui seul de porter un candidat ou bien d'affronter l'élection. Et ils sont bien conscients de ça, qu'ils ne sont représentés que quelque part. Et comment faire? On va dans une zone, on sait que celui-là, je prends par exemple un exemple simple, quelqu'un qui veut aller aux élections législatives, dans sa zone, dans sa circonscription. Comment il procède? Lui-même, son parti, si la circonscription est composée par exemple de 4 communes, lui-même, son parti n'est ancré que dans une commune. Ou bien peut-être même dans un arrondissement de la commune. Qu'est-ce qu'il fait? Un autre parti politique qui est ancré dans une autre commune, l'autre dans une commune, comme lui, il a la surface financière, les autres, n'ayant pas les moyens, mais ont créé les partis pour qu'à l'occasion, on leur fasse la cour, l'attendent. Et lui, il va acheter, je peux être simple, il finira par acheter ces partis politiques en disant qu'ils ont créé une alliance. Parce que c'est que lui a les moyens, les autres vont travailler pour lui à travers leur parti politique là, et lui sera député. Et c'est ça qui fait que vous voyez que c'est les mêmes personnes qui sont reconduites à l'Assemblée nationale ad aeternam vitam. Parce que le système est ainsi fait. Et c'est pour éviter ça que la loi dit, premièrement, je supprime les alliances. Si tu es parti là, tu vas participer toi-même aux élections. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, je dis que c'est avec beaucoup de regrets mais que je vois encore ce qui se passe. Mais la question de la formation, monsieur Antoine Adoukonou, je reviens là-dessus, et c'est très important puisque nous avons opté pour c'est-à-dire l'ancrage des partis politiques. Et donc, la question que vous avez posée, les problèmes que vous avez posés aujourd'hui, le positionnement, la connaissance des tests par rapport au positionnement, par rapport aux 10% et tout, le militant doit être formé. S'il n'est pas formé, s'il n'a pas l'information, la bonne information, comment peut-il avoir, c'est-à-dire cette ambition, cette volonté d'accompagner, de rester, de militer dans le parti, parce que le militantisme, c'est une question de détermination. Vous n'êtes pas sans savoir ça. Alors, la question de la formation au sein des partis politiques aujourd'hui, comment cela devrait se passer? Non, je crois que cette question, elle est une question très essentielle pour les formations politiques aujourd'hui. Oui. Si vous lisez la loi sur le financement public des partis politiques, on a décrit ce que le financement doit faire. Et au nombre des tâches, au nombre de la destination des fonds publics, il y a une ligne que la loi a prévue pour la formation des militants au sein des partis politiques. Donc, les partis, et c'est pourquoi il faut que les gens lisent bien les tests. Les partis politiques qui doivent bénéficier des financements publics, ce n'est pas n'importe quel parti politique. C'est des partis politiques qui ont de sièges départementaux dans tous les départements. Absolument. Qui ont un siège national et qui font régulièrement leur congrès statutaire tel que prévu par les tests et qui procèdent à la formation des militants, comme vous le dites, et ça ne serait pas des PV, beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si les partis qui se créent là, ils ont lu tout ça là. Parce qu'en son temps, il ne faut pas qu'on donne le financement public à certains partis et que d'autres commencent par crier pour dire que nous ne sommes pas partis. Il est bel et bien prévu dans le financement public des
partis politiques une ligne pour la formation des militants. Donc désormais, quand tout ça là va prendre, vous allez voir que le militant sera beaucoup plus aguerri de ce que c'est que la vie publique. Parce que ces questions de formation vont s'imposer aux partis politiques. Des directions seront érigées dans ce sens pour faire ce travail-là. Et ce n'est qu'à l'avantage du militant, parce qu'aujourd'hui, les militants que nous avons, comme vous le dites, ne comprennent pas les choses. Combien de militants maîtrisent maintenant les tests tels que nous le disons? Et ils doivent falloir... Et pourtant, ils sont candidats. Ils sont candidats, ils ne savent même pas que c'est comme ça que ça va se faire. Et ils sont candidats. C'est pourquoi quand on leur dit viens tête de liste, ils courent. Sans comprendre que non, viens tête de liste aujourd'hui et ne pas être éligible. On peut voter pour toi, mais si au plan national, ton parti n'est pas éligible, c'est que toi-même, tu n'es pas éligible. Et c'est pour en venir à tout ça là que nous disons que les gens n'ont qu'à comprendre le sens de la réforme pour aller vers des partis politiques consolidés. Sinon, on est déjà à 12, hein. D'ici là, on ira à 20, on ira à 30. 12, 8 qui sont en liste pour les élections communales. Mais 12 sont créés. 8 sont en liste. Je souhaite que ces 8 vraiment obtiennent leur récépissé définitif. Mais si ce n'est pas le cas, la Sénat sera obligée d'appliquer les lois, puisque personne n'a demandé à personne de ne pas vraiment avoir un parti politique digne du nom. Ce que nous disons, ils en sont conscients. Hein. Ils en sont conscients. Je connais quelqu'un dont j'étais le nom. Oui, bien sûr. Qui m'avait... et qui est même maintenant dans le starting block là. Il a dit que lui, son objectif, c'est d'aller aux élections présidentielles. Mais il va financer les gens pour les élections communales sur tout l'étendue du territoire national, histoire d'avoir des conseillers communaux, locaux, un peu partout, et maintenant les exploiter pour pouvoir être candidat aux élections présidentielles. Et que si il est candidat aux élections présidentielles, ce n'est pas pour devenir président. Mais c'est pour avoir des suffrages qu'il peut négocier. Lui, il a déjà, avant même de créer le parti, il a fait tout ce plan-là. Et vous pensez que... Non, malheureusement pour lui, on a révisé la constitution, il y a le parrainage. Ça veut dire que son plan a échoué. Son plan a échoué. Malheureusement pour lui, on a créé le parrainage. Sinon, il est resté dans cette logique. Et il est vraiment en train de financer les gens là maintenant. Et ils sont candidats. Très bien. Mais il ne pourra pas les exploiter. Monsieur Adoukonou, aujourd'hui, ils sont 8 partis politiques enregistrés provisoirement par la Sénat. En tant qu'acteur politique, c'est vrai, vous êtes en tout cas de la mouvance présidentielle. Dites-nous, quel doit être aujourd'hui l'état d'âme de ces 8 partis politiques, en attendant que la Sénat nous donne la liste définitive de ceux qui vont effectivement pour ces élections. Quel doit être, selon vous, acteurs politiques? Vous l'avez dit tout à l'heure, pendant plus de 17 ans, vous êtes resté dans le milieu politique, vous savez un peu comment ça se passe. Quel doit être l'état d'âme aujourd'hui? Non, y compris l'état d'âme du BR. Non, moi d'abord, au niveau du BR, nous on est serein. Les quelques observations qui sont faites sont déjà corrigées. Déjà au niveau de la Sénat. Oui, la Sénat a déjà reçu dans tous les cas au niveau du BR, les pièces. Au niveau du, je vous ai dit que au niveau du BR, nous sommes sereins. Attendez pour voir les observations des autres partis. Puis on l'aura. Attendez pour voir les observations des autres partis. Non, nous parlons d'abord de l'état d'âme de tous les partis politiques. Oui, je vous dis, je commence par ma formation politique. Et je dis qu'au niveau du PR, nous on est sereins. Et je parle aussi au nom de l'UP. Je sais qu'au niveau de l'UP aussi, il y aura la sérénité. Puisque l'organisation qui a conduit à la confection des dossiers doit rendre sereine. Parce que ça a été un travail méticuleux, sérieux qui a été fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau des autres formations. Mais quand je vois qu'on se lamente pour chercher les dossiers, donc
chacun à son niveau. Au niveau des autres partis politiques, ils doivent savoir ce qui les attend. C'est eux qui savent ce qu'il y a comme insuffisance dans les dossiers. C'est eux qui savent. Donc, je ne veux pas rester ici et prédire l'état d'âme. Donc c'est possible que certains, parmi les 8, soient peut-être éventuellement recalés encore. Moi, je ne le souhaite pas. Mais si ça arrivait, je prendrai acte et je vais les rendre responsables de ce qui leur est arrivé. Puisqu'ils ne sont pas tenus d'aller créer de partis. Ils peuvent rentrer dans d'autres partis ou bien créer de grands ensembles pour diminuer les difficultés. Mais s'ils ont choisi d'être président de parti, puisque en fait, ça il s'agit. Si je viens chez vous, je ne peux pas être président. Mais si je viens, je crée mon parti, je serai président. Et moi, je dis, tous ces partis politiques qui sont en train d'être créés, en fait, si l'Union progressiste, le bloc républicain, peuvent donner de bons exemples, ces partis vont disparaître d'eux-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là. BR, UP, Non, je prends BR et UP, pas pour citer des partis de la mouvance. C'est des partis que je vois être quand même des partis d'envergure nationale. C'est pourquoi je prends ces deux partis pour le moment. Si ces partis montrent le bon exemple, ils instaurent bien la démocratie en leur sein, on voit que oui, ces partis ne sont plus personnalisés. Ce n'est pas une seule personne qui prend la décision. Les militants ont leur mot à dire. Les militants se sentent être récompensés à la hauteur de leur militantisme. Et que tout ça là est réuni. Et que moi je suis dans un autre parti politique où je vois que c'est une seule personne qui dicte sa loi et que je n'ai pas de choix. Si les gens doivent continuer comme ça, à l'épreuve du temps, mais tout le monde va quitter sa parti. Mais monsieur Antoine Adouko, ça doit être certainement le dernier point que nous avons abordé pour cette émission. Mais vous avez, dans votre développement jusque-là, vous avez toujours tendance à minimiser les autres partis. À minimiser les autres partis, même ceux qui existaient bien avant la création du BR, de l'UPR, qui sont aujourd'hui dans la course. Vous avez tendance à les minimiser, mais vous oubliez, il peut y avoir des surprises. Non. Des surprises, nous pouvons en avoir. Alors, pourquoi avez-vous tendance à négliger, à ne pas considérer, tenir compte des réalités, de ces réalités-là qui se présentent à tous aujourd'hui? Non, je crois que je ne la minimise pas. Minimiser, c'est trop fort. Je ne la minimise pas. Ils sont partis politiques au titre que le PR, l'UP et autres, ils sont partis politiques. Mais je dis la vision que nous avons aujourd'hui. Puisque nous ne sommes pas parvenus aux réformes ex nihilo. Nous avons fait des séminaires, des congrès entre partis politiques, acteurs politiques. Et tous d'ailleurs, tout le monde a accepté le principe que il faut aller vers de grands ensembles. Et c'est suite à cela que ces recommandations ont été mises en loi au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas pour rien que la charte des partis politiques d'alors a été votée à l'unanimité -1. Malgré que les opposants étaient là. Ça veut dire que sur le principe, tout le monde était d'accord. Le code électoral d'alors a été voté par 74 voix pour. Ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que tout le monde est d'accord sur le principe. Maintenant, si à la phase opérationnelle, on observe des comportements contraires ou bien qui ne donnent pas l'impression que vraiment on est d'accord pour le principe et qu'on veut accompagner le principe, souffrez que moi je sois un peu dans le regret, et c'est ça qui fait que je dis que ces partis en principe devaient rester dans la même formule. Ce n'est pas nécessairement devenir des partis de la mouvance, mais rester dans l'esprit de consolidation pour que nous ayons de grands ensembles politiques, pour avoir moins de difficultés à présenter nos candidats, pour avoir moins de difficultés à avoir 10% pour être éligible, pour que tous les partis qui
et participent aux élections ait quand même des conseillers communaux partout, des maires partout, pour que le parrainage soit facile pour les élections présidentielles. Donc, ce que moi je dis, oui, c'est à l'avantage de l'ensemble. Mais j'observe que, tel que ça se fait là, le risque est fort que le parrainage, finalement, ne soit que l'apanage de la mouvance. Si aujourd'hui, c'est le BR, c'est l'UP qui rafle encore la majorité des mairies et qui sont déjà représentés à l'Assemblée nationale, le candidat au prochaines élections présidentielles ne peut provenir que de ces formations. Absolument. Mais en son temps, qu'est-ce que ces partis politiques vont servir au peuple? Ils vont dire, on a voté une loi où finalement c'est le président Talon Sall qui est candidat, ou bien c'est quelques personnes, les candidats ne sont que des mouvanciers. C'est ça, ils vont servir au peuple, sans leur expliquer que c'est parce que nos comportements n'ont pas été prévisionnels par rapport aux exigences de la loi que nous en sommes retrouvés là. C'est ça. Et moi, je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Parce que vous savez, lorsque vous gagnez dans la concurrence, dans la dignité, vous êtes fiers. Si moi, je suis candidat aux élections communales, je vais être un conseiller communal qui a gagné dans le combat face à plusieurs adversaires. Je ne veux pas être un conseiller communal qui a gagné juste parce que les autres n'ont pas eu 10% et finalement c'est mon parti qui a eu 10% et on a partagé les voix. Je ne le souhaite pas. Mais le risque qu'on y arrive est là. Hein. Et là, je ne vous mens pas. Très bien. Monsieur Antoine Adrien, nous sommes donc à la fin de cette émission. Votre mot de la fin aux téléspectateurs, par rapport à tout ce que vous avez des élections communales. C'est là, la Sénat est encore au travail, en train d'étudier les dossiers avec Munici. Votre mot de fin pour qu'on conclue cette émission. Mon mot de fin, premièrement, c'est de dire aux populations, au regard de tout ce que je viens d'expliquer, de comprendre que les réformes que le président Patrice Talon, au plan politique et institutionnel, est en train de conduire, que ces réformes ne visent que l'intérêt général. Et que l'intérêt qui est général perturbe les intérêts particuliers. Et que ceux qui crient ne crient que parce que l'intérêt particulier est menacé. Mais que l'intérêt général de la population, c'est ça qui est visé. Qu'ils comprennent, c'est pourquoi je fais des détails. On ne fait pas, le président Talon ne fait pas les réformes pour lui-même. Il le fait pour nous. Et nous-mêmes, les acteurs, nous sommes même les premiers à faire le diagnostic pour dire, voilà les maux dont nous souffrons. Mais c'est dans la mise en œuvre que le réformé, il se sent être en difficulté par rapport aux réformes. Donc, les populations doivent comprendre que voilà les choses. Et si les gens viennent vers eux, il faut qu'ils leur disent que faites tout pour vous mettre dans les nouvelles dispositions. Parce que nous n'allons pas voter pour vous dans le vide. C'est ça les questions. D'accord. Donc, et d'inviter donc ces partis politiques à tout faire pour répondre aux exigences de la Sénat. Ceux qui ont déposé et qui savent que telle personne n'a pas telle chose là, même avant les observations de la Sénat, que ces partis commencent par courir pour se mettre à jour. Pour que les 8 qui ont déposé là, que les 8 puissent participer aux élections communales. Je ne veux plus avoir une élection où on va dire on m'a exclu, on nous a exclu, on vous a exclu, personne n'a exclu personne. Et personne ne sera exclu non plus. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Si la Sénat... En tout cas, personne ne sera exclu. Si vous respectez... D'accord, c'est la condition. Oui, bien sûr, bien évidemment. Donc,
c'est que ces partis politiques, et que vraiment ils comprennent le sens de ce que nous faisons, et qu'ils aillent dans le... Ceux qui vont encore créer des partis, qu'ils aillent dans le sens de la consolidation des partis politiques. Merci à vous, Monsieur Antoine Adoukono. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre du bloc républicain. C'est avec vous donc que nous avons passé ces 90 minutes à scruter un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé à la Sénat depuis quelques jours, ce qui se passe actuellement et le code électoral, l'intérêt que les partis politiques ont à véritablement rester dans la ligne tracée dans les réformes, dans le nouveau code électoral. Merci d'être venu à nous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Dimanche politique continue sur ETélé. Tout à l'heure, vous aurez le décryptage et puis la grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Le meilleur reste à venir.